Italie, 1943. C'est le début de l'invasion de l'Europe par les Alliés et le baptême du feu des chars d'assaut du corps blindé canadien. On se croyait invincible. Et pourtant... Les recrues des forces blindées canadiennes font face à un ennemi aguerri qui refuse de céder le territoire. On se battait contre les meilleurs soldats des forces allemandes. Ils préféraient mourir que de s'avouer vaincus. Les Allemands utilisent tout leur arsenal sur ce champ de bataille, incluant des dizaines de chars Panther. Le Sherman n'avait aucune chance contre le Panther. Ce duel entre les blindés allemands et canadiens figure parmi les batailles les plus féroces de la Seconde Guerre mondiale. C'est à ce moment-là que toute l'horreur de la guerre nous frappe. Nous sommes en Italie, au sud de Rome. Pendant des milliers d'années, les différentes armées se sont battues pour la possession de ces collines. La plus féroce de ces batailles est sans doute celle qui oppose les Alliés et les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale. Les Allemands étaient de ce côté et tiraient vers là. On pouvait entendre les détonations suivies du sifflement des obus. Et de l'autre côté, on entendait la réponse, d'énormes détonations. C'était comme ça tous les jours et toutes les nuits. 10 juillet 1943. Les Alliés prennent d'assaut les plages de la Sicile pour contrer l'occupation allemande de l'Europe. Après 6 semaines de combats acharnés, les Alliés arrivent à repousser les forces allemandes et italiennes. Ils se préparent à la conquête du reste de l'Italie. Leur objectif est de s'emparer de Rome en lançant un assaut sur 2 fronts. La 5e armée américaine sur le flanc gauche et la 8e armée britannique sur le flanc droit. Les soldats canadiens inexpérimentés se battent également au sein de la 8e armée. Ils forment une unité mobile de 18 000 hommes, 300 canons lourds et plus de 200 chars d'assaut. Dans son avancée vers le nord, cette armée imposante affronte son premier ennemi, le terrain accidenté de l'Italie. Le terrain en Italie était sillonné de ravins et de crêtes à perte de vue. C'était comme ça du talon de la botte jusque dans les Alpes. On avançait dans une région où les sentiers étaient très escarpés. On était mal préparés pour ce genre de terrain. On nous avait entraînés pour se battre en Afrique du Nord. Ça n'avait rien à voir avec les paysages d'Italie. En se frayant un chemin vers le nord, les Canadiens rencontrent peu de résistance. Le gouvernement italien vient de capituler et plusieurs envisagent la libération de Rome dans les mois qui suivent. Mais Hitler sait qu'il doit stopper l'avancée des Alliés en Italie pour protéger l'Allemagne. Il ordonne à ses troupes de passer à l'attaque. Pour la défense du sud de l'Italie, les Allemands envoient 6 divisions pour un total de 95 000 hommes, 389 canons lourds et près de 400 chars d'assaut. Au sud de Rome, les Allemands construisent la ligne Gustave. Cette série de fortifications composées de casemates, de barbelés et de chars d'assaut forme une barrière défensive d'un bout à l'autre de la péninsule italienne. La Grande-Bretagne, ignorant l'étendue des fortifications allemandes, débarque ses troupes près de la ville côtière de Termoli, à quelques pas des lignes ennemies. La brigade a accosté sur le territoire utilisé comme aire de repos pour la 16e Panzer Division.
German 16th Panzer Division. And the British En peu de temps, les Britanniques étaient attaqués par les Allemands. assaulted by the Germans. And Ils ont demandé des renforts. Et comme on était le régiment de blindés le plus près, on s'est dirigé vers Termoli le plus rapidement possible pour leur venir en aide. 36 chars canadiens Sherman se lancent à la rescousse des Britanniques en difficulté. Le Sherman V est surtout utilisé pour appuyer l'infanterie. Protégé d'un mince blindage frontal de 51 mm et armé d'un canon à faible vitesse de 75 mm, le Sherman sacrifie protection et puissance de feu au profit de la vitesse et de l'agilité. On a roulé de 4 heures à 16 heures, à travers les routes et les champs. J'étais à la radio et j'ai entendu que les Allemands s'étaient regroupés à un endroit précis. On s'est dit, quelqu'un va avoir toute une surprise. Mais quand le capitaine Yellen est revenu avec les cartes, on a compris que c'était vers nous qu'il se dirigeait. Et c'étaient des soldats expérimentés. Ça n'allait pas être facile de les éliminer. On se tenait en hauteur au moment où les Allemands ont lancé une contre-attaque. On était assez loin de l'escadron B. Ils étaient beaucoup plus près du boisé d'où les Allemands sont arrivés. Quand ils ont commencé à bouger, l'escadron B a tout de suite réagi. Ils ont échangé les coups de feu et on a perdu des chars d'assaut. On était dans la position idéale pour les tirs d'appui. Dès que je voyais un char ennemi, je faisais signe à mon artilleur. Je faisais pivoter la tourelle et je donnais l'ordre de tirer. C'est l'escadron B qui a le plus souffert. Ils ont perdu 2 ou 3 chars, mais ils ont eu le temps d'en détruire 8 du côté des Allemands. Les escadrons A et B supervisent le repli de l'ennemi, tandis que l'escadron C continue son avancée. Les Britanniques nous avaient dit qu'il n'y avait pas de chars d'assaut ennemis dans cette région. On est passé près d'une meule de foin. Je savais que les Allemands avaient l'habitude de se cacher derrière ce genre d'obstacles, comme les bâtiments et autres structures. C'était étrange de trouver une meule de foin dans cet endroit, alors j'ai tiré dessus. J'ai utilisé un explosif détonnant. La meule de foin a explosé et un char est apparu. C'est un Panzer IV. Le canon à haute vitesse de 75 mm du Panzer IV peut détruire un Sherman à une distance allant jusqu'à 2 km. Il est protégé d'un blindage frontal de 80 mm, mais il peut être vulnérable à bout portant, même contre la faible puissance de feu du Sherman. On avait souvent un explosif détonnant dans la culasse, mais contre un char d'assaut, on utilisait des projectiles perforants. On a tiré. Et il a explosé. C'était terminé pour lui. On est remonté de l'autre côté où on a pu maintenir notre position. Avant la fin de la journée, c'est la victoire pour les Canadiens à Termoli.
ils arrivent à détruire au moins 8 panzers allemands. Mais ils perdent un tiers de leur escadron dans ce premier affrontement majeur entre chars d'assaut en Italie. Ce n'est qu'un amer avant-goût des combats à venir. Septembre 1943. Après le débarquement sur la péninsule italienne, les Canadiens et les forces alliées avancent vers le nord pour s'emparer de Rome. Prêtes à affronter les Alliés, les forces allemandes lancent une attaque brutale contre les chars d'assaut du corps blindé canadien près de la ville de Termoli. La bataille de Termoli était notre premier combat contre des chars ennemis. Malgré les nombreuses pertes encourues, les forces canadiennes arrivent à repousser l'ennemi. Mais peu de temps après la bataille, les Allemands envoient 18 divisions armées en renfort pour stopper la progression des Alliés. Avant de pouvoir continuer leur chemin vers Rome, les Canadiens devront prendre le village de San Leonardo, maintenant lourdement renforcé. Cette mission importante est confiée à l'infanterie des Seaforth Highlanders, appuyée par une poignée de chars du régiment de Calgary. On a pris position en haut de la crête qui surplombe San Leonardo, prêt à avancer. Le brigadier a dit « Ils n'ont pas encore établi une tête de pont. C'est le moment ou jamais. » Je n'avais pas le choix de répondre « À vos ordres, monsieur. » C'était plutôt risqué de se lancer comme ça sur le territoire. On n'avait ni reconnaissance ni analyse du terrain. En descendant, le village de San Leonardo était là, juste devant nous. Et la seconde d'après, c'était l'apocalypse. La route était sinueuse et en pente raide. Deux des chars qui me suivaient sont tombés dans un ravin. Ils sont tombés un par-dessus l'autre dans ce ravin de 12 mètres. Arrivés à San Leonardo, il ne nous restait que 4 chars d'assaut. On était là pour appuyer les Seaforth qui vidaient les maisons. Quand ils étaient prêts à entrer, on pouvait lancer un obus par la fenêtre à 3 mètres de la porte sans faire exploser toute la maison. On avait une bonne cadence de tir. Ça sonnait un peu comme une mitrailleuse. Un après l'autre, nos tirs couvraient toute la zone. Lentement et de façon méthodique, les Canadiens se débarrassent de l'infanterie allemande à San Leonardo. Mais juste comme le combat semble enfin terminé, une douzaine de chars allemands se dirigent vers le village pour repousser l'attaque des Alliés. Les Allemands avaient plusieurs autres chars à San Leonardo. Je dirais 10 ou 12 au moins. Il y avait un homme appelé Arne Charbonneau. C'était un des commandants de troupes. Il était positionné pour couvrir la route qui menait à la côte. Tout à coup, un char allemand est passé devant lui. Il était à pas plus de 50 mètres de Charbonneau.
Il se dirigeait derrière le bâtiment. L'infanterie Seafort était positionnée des deux côtés du bâtiment. Le char ennemi se dirigeait droit sur un soldat du Seafort. Charbonneau l'a fait exploser. Le soldat en question a fait le tour du bâtiment et il est venu taper sur le char de Charbonneau en disant « Tu m'as sauvé la vie, gros tas de ferraille. » On était fiers d'avoir accompli notre mission. San Leonardo était à nous. Le village maintenant entre leurs mains, les Canadiens continuent leur avancée vers le prochain objectif, la ville côtière d'Ortona. Mais pour s'y rendre, ils doivent d'abord s'approprier l'intersection au nom de code Cider Crossroad, protégée par une des unités les plus fortes de l'armée allemande. La première division parachutiste était leur meilleure troupe. On était équipés d'armes anti-chars et nos sapeurs installaient des mines dans les bâtiments. Ils étaient féroces. Ils nous ont fait payer pour chaque maison qu'on prenait. Je n'avais jamais rencontré d'aussi bons soldats. Le char d'assaut de mon commandant d'escadron a roulé sur une mine. Il a contacté le commandant adjoint pour lui donner l'ordre de l'approcher et de sortir ses soldats de là. L'adjoint lui a demandé s'il y avait d'autres mines et il a répondu « Non, c'était la seule ». Eh bien, l'adjoint en a trouvé une autre. Avec l'arrivée de plusieurs chars d'assaut alliés à l'intersection, les troupes allemandes commencent à se replier vers Ortona, laissant derrière elles quelques petites unités pour ralentir la progression des Canadiens. Notre char était en tête du peloton, flanqué d'un groupe à droite et un autre à gauche. Melville, sur le flanc gauche, nous a demandé la permission de rouler devant nous pour contourner le chemin de fer. Il s'est avancé devant nous à environ 25 mètres. Les Allemands avaient couvert le caniveau de 90 kilos de fulmi-coton. Et ils ont appuyé sur le détonateur. La tourelle de 7 tonnes a été projetée à environ 25 mètres. Ils sont tous morts. Le char a été éventré. Si Melville n'avait pas demandé à nous devancer, c'est notre char qui y passait. On a perdu toute l'équipe. On est revenu plus tard pour les mettre en terre. Je me souviens qu'on les a enterrés ensemble dans une tombe temporaire. C'est à ce moment-là que toute l'horreur de la guerre nous frappe. C'est au moment où on perd un ami, au moment précis où on le voit se faire tuer. Les Allemands nous avaient arrêtés. En 10 jours, les Canadiens ne gagnent que 3 kilomètres contre la résistance allemande. Le 19 décembre, ils prennent enfin possession du Cider Crossroad. La bataille n'a pas été facile à gagner, et ce n'est rien en comparaison de ce qui les attend. Un combat sanglant qui marquera à jamais l'histoire militaire canadienne.
Décembre 1943. Depuis 3 mois, les forces blindées canadiennes livrent des combats acharnés dans le sud de l'Italie. Le 20 décembre, ils ne sont plus qu'à 250 km de leur objectif final, Rome, la capitale de l'Italie. Mais plus les Alliés progressent, plus leur ligne de ravitaillement s'allonge et devient vulnérable. Pour éviter de retarder leur progression, il leur faut un port en eau profonde. Les Alliés ordonnent donc aux Canadiens de s'emparer de la ville côtière d'Ortona. Les forces canadiennes avaient calculé qu'il nous faudrait une journée pour prendre Ortona, avec un escadron de chars d'assaut et une compagnie d'infanterie. Mais apparemment, les Allemands ne voyaient pas les choses de la même façon. Ortona est protégée par la fameuse première division parachutiste qui reçoit l'ordre de stopper l'avancée des Canadiens à tout prix. On se battait contre les meilleurs soldats des forces allemandes. Ils préféraient mourir que de s'avouer vaincus. Pour conquérir la ville, les Canadiens doivent se battre dans un labyrinthe de rues étroites et de voies encombrées de débris. Pour protéger l'infanterie, l'attaque est appuyée par les chars d'assaut. Avec ses 2,6 mètres de largeur et son canon court, le Sherman V peut manœuvrer aisément dans les rues étroites d'Ortona, procurant à la fois protection et puissance de feu pour appuyer l'infanterie. Toutes les maisons étaient déjà en train de brûler. Quand les chars arrivaient, on criait « Chars droit devant !» C'était notre premier combat dans un environnement urbain. On surveillait constamment les alentours parce qu'on ne savait pas à quoi s'attendre. Dès notre entrée dans la ville, on a dû ouvrir le feu dans chaque rue et sur chaque maison. On a utilisé énormément de munitions. On tirait même si on ne voyait pas l'ennemi. On tirait sans arrêt. Notre mission était d'appuyer l'infanterie. Les soldats ne faisaient pas le poids contre les mitrailleuses. Le Sherman était notre meilleure arme contre l'infanterie ennemie. Pour ce genre de mission, c'était le char d'assaut idéal. Le plus difficile était de trouver l'ennemi. Les Allemands étaient très habiles pour camoufler leurs mitrailleuses. Il fallait les détruire toutes, et on l'a fait. On a détruit des maisons entières. Sur le dessus de nos explosifs détonants, il y avait une vis. Quand on tournait cette vis, on retardait l'impact de 0,5 secondes. Alors, une fois l'obus lancé, il pénétrait dans le bâtiment avant d'exploser. Après seulement quelques jours de combat, la majorité de la superficie d'Ortona est réduite en ruines. La bataille est si féroce que plusieurs en viennent à surnommer la ville la petite Stalingrad. Quand on est revenu à Ortona, le 20 décembre 1943,
On a cherché notre maison, là-bas. On escaladait des montagnes de débris pour se rendre jusque-là. On a finalement compris que notre maison avait été détruite et qu'elle était là, sous nos pieds, parmi les débris. Toutes les rues d'Ortona étaient couvertes de montagnes de débris. Même la cathédrale de San Tommaso Apostolo avait été détruite. Je me souviens que j'avais très peur. J'étais effrayé parce qu'on pouvait être tué à tout moment. Le 22 décembre, les Allemands ont déjà perdu les 2/3 d'Ortona. Mais ils refusent de baisser les bras devant les Canadiens. Ils se préparent à une ultime confrontation dans le nord de la ville. Avec les nombreux échanges de coups de feu, les bâtiments finissaient par s'écrouler. Les chars avaient de plus en plus de difficultés à rouler dans les rues étroites. C'était plus facile de les piéger. On ne pouvait pas s'engager dans cette rue. Alors on tournait sur l'autre, et c'est là qu'ils nous attendaient pour nous tendre un piège. C'était la première fois que les Allemands utilisaient leur arme anti-char Panzerfaust contre nous. Ils avaient aussi ce qu'on appelait des bombes collantes. C'étaient des charges creuses munies de 3 aimants sur un côté. Ils les laissaient tomber sur les tourelles qui passaient sous eux. La bombe collait au char et l'explosion détruisait tout le véhicule. La bataille d'Ortona s'intensifie. Clairement, les Allemands sont décidés à se battre jusqu'au bout. Ils ont l'intention d'arrêter la progression des Canadiens à tout prix. « 24 décembre 1943. Après 4 jours de bataille sanglante dans les rues d'Ortona, les Alliés n'arrivent toujours pas à déloger les forces allemandes tenaces. Les chars d'assaut du régiment de Trois-Rivières sont appelés en renfort pour appuyer l'avancée des Alliés et terminer ce qu'ils ont commencé. La ville n'était pas un terrain favorable pour les chars d'assaut. Il y avait trop de débris. On ne pouvait pas s'engager dans cette rue. Alors on tournait sur l'autre, et c'est là qu'ils nous attendaient pour nous tendre un piège. Nos 2 plus gros problèmes étaient les bombes collantes et les Panzerfaust. Le Panzerfaust était conçu pour détruire les chars d'assaut. C'était une arme redoutable. C'était la première fois que les forces canadiennes devaient l'affronter. Le lance-grenade portatif Panzerfaust est parmi les armes anti-chars les plus destructrices sur le champ de bataille. Son projectile à charge creuse peut atteindre une distance de 30 mètres et pénétrer jusqu'à 200 mm de blindage et causer une explosion dévastatrice à l'intérieur du véhicule. Les chars arrivaient à passer par-dessus les débris et les pierres. Une de nos armes anti-chars, positionnée sur une rue secondaire, avait réussi à en abattre quelques-uns. L'ennemi a compris d'où provenaient les coups de feu et se dirigeait vers eux. C'est là qu'on a reçu l'ordre de tirer. Dann hat es geheißen, Feuer. La seule fois que l'escadron A était à découvert,
c'est quand il est arrivé dans le nord de la ville. La rue débouchait sur une piazza. À notre gauche, il y avait une église du 15e siècle. Ses grandes portes étaient ouvertes et les Allemands avaient caché une mitrailleuse près de l'autel. Quand les gars du Seaforth se sont engagés sur la piazza, la mitrailleuse a attaqué leur flanc. J'ai donné l'ordre de tirer. On a détruit le devant de l'église et l'infanterie est entrée pour tuer les Allemands qui étaient encore en vie. C'était le 25 décembre. C'est la première chose que j'ai eu à faire le matin de Noël. Le 28 décembre, ce qui reste des troupes de parachutistes se replient et cèdent Ortona aux Canadiens. Jusqu'à cette date, la bataille d'Ortona est la plus meurtrière de la campagne d'Italie. Plusieurs surnomment le dernier mois de 1943 « Décembre sanglant ». On a perdu beaucoup plus d'hommes dans la bataille d'Ortona que sur les plages de Normandie. Au moins 2 ou 3 fois plus. Il y a près de 1400 Canadiens enterrés en périphérie d'Ortona. C'est la preuve que le combat était très pénible. Après la victoire amère des Canadiens à Ortona, le commandement allié décide de bifurquer vers l'ouest pour s'emparer de Rome. La nouvelle route qu'ils doivent emprunter les mène à traverser la vallée de la Lyrie, une des zones les mieux protégées de la fameuse ligne Hitler. Les renseignements alliés les dirigent vers une zone non protégée près d'un aéroport abandonné à l'extérieur du village d'Aquino. Mais les renseignements sont affreusement erronés. On se dirigeait vers l'aéroport. Il devait être 5h30 ou 6h. Le brouillard était très épais. On ne voyait pas à 10 mètres devant nous. J'étais tout près du char devant moi et je ne le voyais même pas. À mi-chemin, le soleil s'est levé et le brouillard s'est dissipé lentement. On a traversé l'aéroport sans savoir que l'ennemi nous attendait, patiemment. Tout à coup, c'était la panique. Les chars d'assaut canadiens tombent dans le piège. Ils sont attaqués par 4 nouveaux canons anti-chars allemands, puissants, précis et mortels. Les Panzerturm. « 19 mai 1944. Les forces canadiennes sont à moins de 150 km de Rome. S'ils arrivent à percer les défenses allemandes à Aquino, plus rien ne pourra les arrêter. Mais une surprise meurtrière les attend au moment de traverser un aéroport abandonné à l'extérieur du village. On a traversé l'aéroport sans savoir que l'ennemi nous attendait, patiemment. Tout à coup, c'était la panique. Les Canadiens sont parmi les premiers à affronter la nouvelle arme anti-char des Allemands. Le Panzerturm est une tourelle de chars Panther attachée à une base en béton. Discret et lourdement blindé, le Panzerturm est presque impossible à détruire. Son canon à haute vitesse de 75 mm en fait un adversaire redoutable. Leur artillerie était dangereuse. C'étaient des canons de calibre 75 mm, comme ceux des Panthers. C'était une surprise brutale. On ne savait même pas qu'ils étaient là.
On aurait dit une partie de chasse. On était la proie et les Allemands se faisaient un plaisir de nous tirer dessus. Chaque canon était positionné de façon à servir de tir d'appui pour son voisin. Si on essayait d'en détruire un, on recevait les tirs d'un autre. Ma bande s'en est bien tirée. On est passé devant les canons sans subir de pertes. Avant de m'avancer trop loin, j'ai repéré un ravin qui me semblait un endroit sécuritaire. J'ai positionné mes chars d'assaut de façon à laisser dépasser la tourelle. Si on avait continué notre chemin, on serait arrivé trop près des canons et je ne serais pas ici aujourd'hui. Ils auraient complètement détruit mes 3 chars d'assaut. On a perdu 13 chars ce jour-là. Tout ce qu'on pouvait faire, c'était d'attendre la fumée. Finalement, vers 20 heures, la fumée était assez dense pour battre en retraite. On a réussi à s'enfuir de l'aéroport avant la tombée de la nuit. Dans l'impossibilité de traverser le champ de Pantherturm, les Canadiens arrivent à percer la ligne Hitler plus à l'ouest. Ils traversent la rivière Melfa et continuent leur avancée sur la route principale en direction de Rome. À la fin du mois de mai, les Alliés arrivent finalement à repousser les défenses allemandes plus au nord de Rome. La défense allemande s'est écroulée, ils ont dû se replier à l'improviste. On les a repoussés jusqu'à l'intersection de Torris, où ils ont tenté de répliquer. Ils ont détruit quelques-uns de nos chars. Celui dans lequel j'étais 15 jours plus tôt a reçu un obus directement sur la tourelle. Tous ceux qui étaient dans la tourelle sont morts. Ça aurait pu être moi. Un de nos chars a reçu un autre obus. Le projectile est passé de part en part du véhicule. L'obus a emporté une plaque de métal soudée, mais ça ne l'a pas empêché de continuer son chemin. Le char d'assaut de Jimmy Barr et de Sandy Scott a descendu la colline. Rendu à l'intersection, ils sont arrivés face à face avec un char ennemi. Ils ont fait feu immédiatement. Les 15 projectiles perforants à moins de 100 mètres ont ricoché. Quand il a vu tous ces projectiles rebondir, le tireur était paniqué. Le char Panther a été construit durant la campagne d'Italie. C'était un nouveau modèle et son canon était plus puissant. Le Sherman n'avait aucune chance contre le Panther. Le Panther allemand est un des chars les plus redoutables de la Seconde Guerre mondiale. Son apparition soudaine sur le champ de bataille italien terrorise les forces blindées canadiennes. Mai 1944. 8 mois après leur débarquement en Italie, les forces blindées canadiennes sont maintenant des vétérans aguerris. Ils ont surmonté tous les obstacles allemands mis en travers de leur route. Mais à quelques kilomètres de Rome, ils rencontrent le char d'assaut le plus meurtrier de l'arsenal allemand, le Panther. Les 15 projectiles perforants à moins de 100 mètres ont ricoché.
Quand il a vu tous ces projectiles rebondir, le tireur était paniqué. C'est la première fois que les Alliés affrontaient les Panthers. Le Panther est armé d'un canon à haute vitesse de 75 mm. Avec une coque frontale inclinée lui procurant une protection équivalente à 145 mm de blindage, le Panther peut facilement résister aux attaques de front. Un obus a atteint le mécanisme de déplacement. Les Allemands ne pouvaient plus tourner la tourelle. Sans cela, tous nos soldats seraient morts. Ils ont ensuite envoyé un explosif détonnant dans les roues de la chenille. Ils ont réussi à l'immobiliser. On a perdu 11 hommes sur ce champ de bataille. On a dû sortir un des soldats dans une petite boîte. Son char avait été lourdement touché. On les a enterrés sur le terrain d'une église près de l'intersection. Les chars d'assaut canadiens déferlent dans la vallée de la Lyrie et forcent les Allemands à battre en retraite. La route qui mène à la cité éternelle est finalement dégagée. Mais quand les Alliés font leur entrée dans Rome le 4 juin, les Canadiens sont absents. Ce qui nous a le plus dérangé, c'est qu'après avoir perdu plusieurs chars et plusieurs soldats sur le champ de bataille, le commandant Mark Clark nous a donné l'ordre de nous retirer pour laisser ces Américains entrer dans Rome. The Allied Fifth Army entered the Eternal City from the south, acclaimed by cheering multitudes. Ils sont entrés glorieusement dans la ville de Rome comme des héros et des conquérants. Nous, les Canadiens, on a traversé Rome à 3 heures du matin et on a passé complètement inaperçu. C'était comme ça. Au total, durant les combats sanglants de la campagne d'Italie, les Canadiens ont perdu des centaines de chars d'assaut et 25 000 soldats. Ce lourd sacrifice a néanmoins contribué à repousser les forces allemandes et assurer la victoire des Alliés en Italie. Concrètement, la guerre était perdue pour nous à ce moment-là. Mais on refusait de le croire. Je suis fier de nos soldats. Peu importe où ils se trouvaient, les soldats canadiens ont fait de l'excellent travail. C'est la première division canadienne qui a percé la ligne Hitler et qui s'est battue à Ortona. Quand je pense aux 1375 tombes à la rivière Moreau, je me dis que ça n'en valait pas le coup.